Le 28 avril 1945. Berlin. La ville est un squelette de ce qu'elle fut autrefois. Les bâtiments éventrés, les rues luisantes de cendres de pluie. La fumée s'élève en spirale grise et fine depuis les blocs bombardés, portant avec elle l'odeur du bois calciné et des corps non enterrés. Au loin, l'artillerie tombe comme un cœur implacable, secouant le pavé fissuré. Dans les ruines du Tiergarten, des statues brisées se penchent dans le brouillard. Des papiers rapports, ordre, propagande, tourbillonnent dans des courants déchirés, fantomatiques rappels d'un régime vacillant au bord de l'abîme. Au milieu de cette désolation, de petits feux vacillent dans les caves où se réfugient des civils, les yeux creux, écoutant le cliquetis des soldats et les cris de ce pris dans le chaos. Quelque part dans cette capitale en effondrement, Heinrich Himmler avance avec précaution, une ombre glissant entre les gravats. Son uniforme SS, autrefois impeccable, est désormais sale, déchiré aux coutures, les insignes ternis par la poussière et le désespoir. Il évite les grandes rues, se faufilant par des ruelles et des bâtiments abandonnés, portant avec lui une mallette gonflée de papier, plans, listes, ordres, fragments d'un monde qu'il ne contrôle plus. L'attente est terminée. Le Reich qu'il a contribué à bâtir, la vaste machine de contrôle et de terreur, s'effondre plus rapidement que ne le prévoyaient ses calculs minutieux. Chaque coup de feu lointain, chaque frémissement du sol, chaque avion de reconnaissance volant bas lui rappelle. La guerre touche à sa fin et n'a aucune protection contre la justice qui s'avance. Pourtant, dans le silence entre les explosions, l'esprit d'Himmler s'active, non seulement par peur, mais aussi par stratégie. Échapper, tromper, survivre, peut-être, espère-t-il, qu'il pourra encore sauver un fragment de pouvoir des cendres de Berlin. Mais la ville a ses propres plans. Ses rues, ses ruines, ses survivants, ils n'attendent que le jugement final. Fin avril 1945, le Troisième Reich n'était plus qu'une ombre de lui-même. Les troupes soviétiques progressaient sur Berlin depuis l'Est, encerclant la capitale avec une force écrasante, tandis que les forces américaines et britanniques avançaient à travers l'Allemagne occidentale, coupant toute possibilité de retraite organisée. L'armée allemande, autrefois redoutée à travers l'Europe, était fragmentée et épuisée. Les lignes de ravitaillement étaient rompues, le moral brisé, et les villes à travers le Reich portaient les cicatrices des bombardements alliés incessants. Dans ce chaos, Heinrich Himmler, Reichsführer-SS, architecte de la Gestapo et principal organisateur de l'Holocauste, observait son monde s'effondrer. La SS, son instrument de pouvoir et de terreur, était en désarroi. Les unités stationnées à Berlin étaient soit détruites, soit en train de se rendre, soit en fuite par petits groupes, abandonnant leur poste à mesure que l'avancée soviétique approchait. Les ordres venant du Führerbunker, autrefois absolus, n'avaient plus que le poids creux du désespoir. Hitler, isolé et de plus en plus irrationnel, refusait de reconnaître la réalité extérieure. Himmler, ambitieux et calculateur, avait d'abord pensé que les derniers jours seraient une question de négociation, un moyen de préserver sa vie et peut-être de conserver un rôle dans l'Allemagne post-Hitler. En secret, il commença à envisager l'impensable, se rendre aux Alliés, particulièrement aux puissances occidentales, tout en échappant aux Soviétiques, susceptibles de lui infliger la rétribution la plus sévère. La chute de Berlin n'était pas soudaine mais méthodique. L'opération Berlin, lancée par l'armée rouge à la mi-avril, était le fruit de mois de planification et d'assauts incessants. Les troupes soviétiques franchirent l'Oder et progressèrent vers l'ouest, avec des barrages d'artillerie coordonnés, un appui aérien et des assauts d'infanterie. Selon les rapports de l'armée allemande, l'encerclement était presque complet dès le 20 avril. Les défenseurs de la ville, composés de vétérans, d'adolescents hâtivement enrôlés et de membres désespérés de la Volkssturm, ne pouvaient résister à l'offensive soviétique organisée. Dans cet effondrement militaire, le rôle d'Himmler changea. N'étant plus le commandant omnipotent d'un appareil redouté, il devint un homme calculant ses routes d'évasion, examinant ses fausses identités et pesant ses chances de survie. Les communications avec le Führerbunker étaient sporadiques et souvent interceptées, le laissant naviguer presque seul dans les ruines de Berlin. Les rapports de renseignement, allemands comme alliés, suggèrent qu'il était pleinement conscient de sa vulnérabilité. Les Alliés avaient placé la capture des hauts responsables nazis parmi leurs priorités. Himmler, dont le nom était synonyme de terreur et de meurtre de masse, savait que ses chances de clémence étaient minces. La ville elle-même reflétait l'effondrement du régime. L'électricité fonctionnait sporadiquement. L'eau, la nourriture et les médicaments étaient presque inexistants. Les civils fouillaient les décombres pour survivre, tandis que ceux qui le pouvaient fuyaient en colonnes terrifiées dans les rues détruites. La SS, autrefois symbole d'ordre, s'était fragmentée. Certaines unités obéissaient encore aux ordres, d'autres abandonnaient complètement Berlin. Les témoignages de survivants et les rapports d'officiers capturés décrivent des scènes de chaos, des rues jonchées de cadavres, des véhicules brûlés et des soldats reculant sous le feu ou se rendant sans combattre.
La conscience d'Himmler face à son destin imminent renforça son obsession du contrôle. Il coordonnait ses plans de déplacement pour éviter la capture par les soviétiques, comptant sur des documents falsifiés et des contacts secrets. Sa stratégie reflétait à la fois le désespoir et l'arrogance. Il croyait encore en l'utilité de la négociation, en la puissance du calcul bureaucratique pour préserver la vie, même alors que le Reich s'effondrait. Malgré l'effondrement imminent, il conservait les apparences de l'autorité. Son uniforme restait, dans la mesure du possible, impeccablement ajusté, et sa mallette lourde de documents SS et de notes personnelles l'accompagnait en permanence, symbole de la machinerie de répression qu'il avait orchestrée. Chaque document, chaque liste, chaque signature représentait à la fois son emprise et le poids moral des crimes qui le poursuivraient jusqu'à la fin. La perception qu'Himmler avait du monde durant ces derniers jours contrastait violemment avec la réalité. Alors qu'il préparait sa reddition aux alliés occidentaux, il sous-estimait la rapidité et l'efficacité de leurs services de renseignement. Il surestimait la possibilité de négocier une immunité. Et par-dessus tout, il méjugeait l'impératif moral que les Alliés, ayant découvert l'ampleur de l'Holocauste, exerceraient personnellement à son encontre. Dans cet environnement de chaos, de désespoir et d'autorité fragmentée, Heinrich Himmler devint un homme défini non par le pouvoir mais par la peur. Le Reich qu'il avait contribué à construire avec une cruauté méthodique était désormais un champ de ruines et de cendres, et dans ce paysage, même l'architecte de la terreur se retrouvait vulnérable, traqué, pleinement conscient que l'histoire ne le relaterait pas avec bienveillance. Alors que Berlin brûlait et s'effondrait sous l'artillerie soviétique, Himmler entreprit sa fuite calculée de la ville. Nous étions le 29 avril 1945, seulement un jour après le suicide d'Hitler dans le Führerbunker. La structure de commandement du Reich étant fracturée et les unités de la SS dispersées, Himmler faisait face à la dure réalité. Rester à Berlin signifiait une capture inévitable et, très probablement, la mort aux mains des Soviétiques. Son plan reposait sur la subterfuge. Déguisé en simple soldat et voyageant sous une fausse identité, il espérait passer les points de contrôle alliés, échappant à la fois à l'armée rouge et aux services de renseignement occidentaux. Il portait des documents falsifiés affirmant qu'il était un officier SS de bas rang, un bureaucrate mineur plutôt que l'architecte principal du génocide. Pourtant, même déguisé, sa présence imposait le respect. Civils et soldats allemands reconnaissaient instinctivement l'aura d'autorité qu'il avait autrefois commandée. Des rapports indiquent que dans certains villages, les habitants hésitaient à l'interroger, incertains de savoir s'il faisait face à un officier SS de haut rang ou à un homme désespéré en fuite. Sa fuite ne fut ni immédiate ni sans heurts. Himmler se déplaça vers le sud et l'ouest à travers les vestiges fragmentés de l'Allemagne, évitant les routes principales, voyageant la nuit et comptant sur des contacts sympathisants dans les communautés rurales. Il séjourna dans des fermes et de petites auberges, payant souvent sa nourriture avec des Reichsmarks qui perdaient rapidement leur valeur. Même au cours de ce périlleux voyage, Himmler affichait une combinaison glaçante de sang-froid et de déni. Les journaux et communications interceptées de cette période révèlent un homme obsédé par la bureaucratie et les détails listes, papier et ordre, alors que le monde autour de lui s'effondrait. L'état psychologique d'Himmler durant ces derniers jours constitue un contraste saisissant. Homme autrefois redouté à travers toute l'Europe, il dépendait désormais de subterfuges et de la bienveillance d'inconnus. Les témoignages de ceux qu'il aperçurent durant sa fuite décrivent un individu tendu, hypervigilant et de plus en plus erratique. Il vérifiait méticuleusement ses documents et ses itinéraires, mais des moments de doute trahissaient son anxiété. Il oscillait entre calcul froid et anticipation frénétique, conscient que sa survie reposait uniquement sur la tromperie. Sa fuite traduisait aussi une sous-estimation profonde de la réaction alliée. Les services de renseignement britanniques et américains avaient mis en place des protocoles pour identifier, suivre et appréhender les hauts responsables nazis. L'idée qu'Himmler pourrait négocier une forme de clémence ou d'immunité était dangereusement naïve. Il semblait croire que ses compétences bureaucratiques et sa réputation d'organisation pouvaient l'emporter sur le poids indéniable de ses crimes. En réalité, les Alliés étaient déterminés à traduire en justice les architectes de l'Holocauste. Durant cette période, ces déplacements croisèrent à la fois des Allemands ordinaires et d'autres fugitifs. Certains étaient des officiers SS loyaux tentant des échappatoires similaires, d'autres des civils pris dans le chaos du Reich en ruine. Ils dépendaient d'eux pour obtenir des conseils, des moyens de transport et parfois un refuge. Chaque rencontre comportait un risque. Parfois, son autorité aurait pu être contestée, mais la peur et la reconnaissance lui permettaient souvent de passer inaperçus. Pourtant, ces échappées étroites ne suffisaient pas à apaiser l'anxiété constante qui l'assaillait. Symboliquement, sa mallette restait un compagnon constant, un réceptacle de plans, listes et documents représentant à la fois son pouvoir passé et les crimes pour lesquels il serait finalement tenu responsable. Elle était
À bien des égards, un talisman du monde qu'il avait construit, l'ordre au milieu du chaos, la bureaucratie au-dessus de la morale, le contrôle sur la conscience. Mais maintenant, dans les ruines d'une Allemagne vaincue, elle était devenue un fardeau, rappel que son autorité avait disparu et que la machinerie de répression qu'il avait si soigneusement maintenue ne pouvait le protéger de la réalité. En mai 1945, Himmler s'était déplacé dans le nord de l'Allemagne, cherchant à atteindre un lieu où il pourrait se rendre aux Britanniques plutôt qu'aux Soviétiques. Ses choix étaient délibérés, mais de plus en plus désespérés. Chaque pas le rapprochait d'une confrontation inévitable. Les documents récupérés plus tard, y compris les rapports de renseignement et les notes d'interrogatoire britanniques, montrent que les calculs d'Himmler étaient erronés. Il n'avait pas anticipé l'efficacité des patrouilles alliées, des points de contrôle et des informateurs. Essentiellement, la fuite d'Himmler n'était pas seulement physique. C'était un passage psychologique de l'autorité au désespoir, du rôle de redouté architecte du génocide à celui de fugitif traqué. Chaque mile parcouru, chaque nuit passée cachée soulignait une vérité crue. Le Reich était effondré, la guerre était terminée, et le génie bureaucratique qu'il avait jadis utilisé comme arme ne pouvait le protéger de la justice. La scène était prête pour sa confrontation finale avec les forces alliées, un affrontement qui allait marquer la fin de l'un des personnages les plus notoires du XX siècle. Le contraste entre ses attentes et la réalité qu'il attendait définirait le chapitre final de sa vie, une culmination dramatique de terreur, de bureaucratie et de vulnérabilité humaine. D'un point de vue humain, les derniers jours d'Himmler révèlent le contraste frappant entre l'architecte de la terreur et l'homme en fuite. Jadis figure commandant armée, police et machine du génocide avec une autorité absolue, il se déplaçait désormais avec prudence, hanté par la peur et l'incertitude. Les témoignages de civils et de soldats qu'il aperçurent durant sa fuite décrivent un individu tendu, méticuleux et hyper conscient de chaque pas. La même précision qui orchestrait les déportations massives régissait désormais le quotidien. Vérification minutieuse des documents falsifiés, évitement des routes principales, négociations pour la nourriture ou le logement. L'angle humain souligne une vérité universelle. Peu importe l'étendue de son pouvoir, la mortalité et la responsabilité restent inéluctables. D'un point de vue tactique, les déplacements d'Himmler reflètent l'effondrement du commandement et la rupture des réseaux opérationnels nazis. La SS, autrefois force disciplinée, était fragmentée, des unités abandonnaient leur poste ou se rendaient aux forces alliées avancées. La tentative d'évasion d'Himmler illustre les limites de l'autorité lorsque les lignes de communication sont coupées et que l'environnement opérationnel est dominé par des forces supérieures. Les rapports du renseignement britannique notent la surveillance systématique des itinéraires d'évasion et des points de contrôle, soulignant comment même une figure du rang d'Himmler ne pouvait naviguer sans être détectée. La réalité tactique de l'Allemagne en fin de guerre signifiait que l'évasion dépendait moins du génie stratégique que du hasard, du timing et de la complicité d'autrui. L'angle technologique, subtil mais significatif, joue également un rôle. En 1945, les capacités alliées en matière de renseignement, de communication et de surveillance rendaient la fuite des hauts responsables nazis de plus en plus difficile. Les transmissions radio interceptées, les barrages routiers systématiques et les recherches coordonnées pour traquer des figures comme Himmler démontraient l'avance technologique des Alliés. Même un homme ayant accès aux réseaux internes du Reich ne pouvait échapper entièrement à ce dispositif. Cette interaction entre technologie et manœuvre humaine illustre le triomphe inévitable du renseignement organisé sur la ruse isolée. L'angle du leadership offre un contrepoint ironique. Himmler avait été, après Hitler, le plus influent dans la capacité à orienter la politique, commander des armées et imposer l'idéologie. Pourtant, lorsque le Führer-Bunker s'effondra et qu'Hitler mourut, son autorité perdit toute signification. Le leadership, ici, se révèle situationnel et conditionnel. Il ne dépendait pas seulement du rang, mais de la capacité à influencer les événements et à projeter le pouvoir. Fin avril 1945, le leadership d'Himmler n'était plus que symbolique, une illusion maintenue par la peur et la tradition plutôt que par un contrôle réel. La perspective de l'ennemi, particulièrement celle des Alliés, présente Himmler non comme une figure mythique mais comme une cible prioritaire. Les renseignements britanniques et américains étaient pleinement conscients de son rôle dans l'organisation de l'Holocauste et d'autres atrocités. La surveillance, les interrogatoires de subordonnés capturés et les points de contrôle coordonnés créaient un filet qui se resserrait autour de lui. Depuis ce point de vue, Himmler n'était pas un être omnipotent, mais un humain vulnérable dont les actions passées faisaient de lui un homme traqué. La détermination alliée à le capturer ou à le neutraliser était à la fois une nécessité tactique et un impératif moral, reflétant les objectifs plus larges de justice et de responsabilité. Enfin, l'angle moral met en évidence le contraste entre les attentes d'Himmler et la réalité de sa situation. Il croyait, peut-être naïvement,
que sa compétence bureaucratique, sa capacité à négocier et sa réputation d'organisation pourraient lui préserver la vie. En réalité, le poids de ses crimes, combiné à l'effondrement de ses structures de pouvoir, rendait ses espoirs vains. La perspective morale révèle une leçon profonde. Les compétences techniques, l'autorité et l'ambition ne peuvent protéger de la conséquence du mal systémique lorsque les structures qui les soutiennent s'effondrent. Le symbolisme traverse également ces angles. La mallette qu'Imlé portait tout au long de sa fuite représente à la fois l'étendue de son contrôle bureaucratique et les conséquences morales qu'il ne pouvait éviter. Elle contenait des listes de noms, des ordres et des plans, preuves tangibles d'un pouvoir autrefois immense, désormais vidé de sens face à la chute inéluctable du Reich. Se traduisait par un pas calculé vers l'inévitable. Dans les ruines de l'Allemagne, ce qui avait été autrefois un pouvoir absolu se transformait maintenant en un poids qui le suivait même dans la clandestinité. Dans ces décombres, la mallette qu'il portait devenait un emblème tangible d'une idéologie ratée, une machine de terreur rendue impuissante face à l'histoire, aux circonstances et à la justice. D'un point de vue du leadership et de l'idéologie, les derniers jours d'Imlé mettent en lumière l'effondrement non seulement d'un homme, mais d'un système entier de pouvoir. La SS, autrefois incarnation de la discipline, de la peur et de l'efficacité, était désormais fragmentée. L'autorité d'Imlé, fondée sur l'idéologie et la coercition, était impuissante face aux réalités d'une Allemagne vaincue. Même ses plus proches aides et officiers, jadis loyaux sans faille, se dispersaient à la recherche de leur propre survie. Dans ce contexte, le leadership se réduisait à l'ombre de ce qu'il avait été, une tentative désespérée d'imposer l'ordre là où il n'y en avait plus. L'incapacité d'Imlé à commander à ce stade révèle les limites d'une autorité fondée uniquement sur la peur et la bureaucratie. Psychologiquement, Imlé traversait un conflit turbulent entre peur, déni et arrogance résiduelle. Les comptes rendus historiques suggèrent qu'il oscillait entre une planification minutieuse de sa fuite et une croyance presque fantastique en sa propre survie. Les rapports interceptés et les documents de renseignement d'après-guerre révèlent un homme qui, bien que terrifié, continuait à envisager de négocier avec les alliés occidentaux, comme si l'ampleur de ses crimes pouvait être atténuée par la négociation. Pourtant, chaque pas loin de Berlin le rapprochait de la vérité. La réalité de la capture, de la responsabilité et de la mort ne pouvait être contournée par la ruse ou la duplicité. L'angle psychologique souligne la vulnérabilité humaine cachée derrière la façade d'un homme qui avait autrefois exercé un pouvoir quasi absolu. L'angle moral reste central pour comprendre les dernières heures d'Imlé. Son obsession de survivre contraste violemment avec l'ampleur de ses actions. Orchestration de meurtres de masse, administration du travail forcé et terreur systématique imposée à des millions de personnes. Alors qu'il s'accrochait à ses papiers, fausses identités et plans logistiques, il ne pouvait échapper ni au jugement moral de l'histoire, ni à la menace immédiate de se charger de le traduire en justice. Ce contraste, préoccupation banale face à des crimes indicibles, crée la tension qui définit ces derniers jours. L'angle moral oblige à confronter la dissonance entre la peur humaine et le poids de la responsabilité du mal. Le regard humain et symbolique converge dans les objets qu'Imlé transportait, en particulier sa mallette. Remplie de documents, listes et plans, elle représentait la machine du génocide et de la bureaucratie, l'héritage tangible de son pouvoir. Dans ces dernières heures, cependant, la mallette devient un fardeau, symbole d'une autorité incapable de le sauver. Tout comme le papier qu'elle contenait avait autrefois contrôlé la vie de millions de personnes, il devenait désormais la preuve qui le condamnerait. Chaque document témoignait d'un ordre imposé par la terreur, mais devenait aussi la preuve de l'inévitable responsabilité. D'un point de vue cinématographique, la mallette devient un motif récurrent, l'instrument de contrôle devenu poids, suivant Imlé jusqu'à la fin. Les perspectives technologiques et opérationnelles renforcent cette inéluctabilité. Imlé avait sous-estimé l'appareil de renseignement allié, reposant sur la coordination, la surveillance et la rapidité d'action. Les barrages routiers, points de contrôle et rapports croisés rendaient l'évasion presque impossible. Même avec son habileté bureaucratique et sa pensée stratégique, il ne pouvait surpasser les réseaux de renseignement modernes. Ici, le choc entre ambition humaine et efficacité technologique illustre un thème plus large. Le pouvoir fondé sur la peur est finalement vulnérable lorsqu'il est confronté à des systèmes conçus pour faire respecter la justice. Enfin, la convergence morale et symbolique de la fuite d'Imlé incarne une vérité historique plus vaste. Sa planification méticuleuse, sa dépendance à ses subordonnés et ses documents soigneusement falsifiés ne pouvaient surmonter les impératifs éthiques et pratiques qui se resserraient contre lui. La mallette, portée tout au long de sa fuite, reste témoin silencieux de ses crimes et de sa chute. D'un point de vue cinématographique, elle fonctionne comme un repère visuel constant. Le poids de l'histoire ne peut être évité, peu importe la distance parcourue. Au terme de ces angles, un schéma se dessine.
Les attentes d'Himmler, contrôle, évasion, survie, entrent en collision avec la réalité de la justice, de la responsabilité et de la défaite inévitable. Chaque perspective humaine, tactique, morale, psychologique, technologique et symbolique converge pour souligner l'art tragique et ironique d'un homme dont le pouvoir, autrefois absolu, se réduisait à la désespérance, à la dissimulation et à la certitude imminente de la mort. Début mai 1945, la fuite d'Heinrich Himmler l'avait conduit dans la campagne du nord de l'Allemagne, près de la ville de Bremerwörde. La guerre en Europe était pratiquement terminée. Hitler était mort, Berlin était tombé et les forces allemandes se rendaient à travers le continent. Pourtant, Himmler, malgré l'effondrement total du Reich, restait une figure traquée, conscient que son nom seul garantissait sa poursuite. Les renseignements britanniques, s'appuyant sur un réseau de rapports, de patrouilles et d'interrogatoires de personnel SS capturés, avaient identifié ses déplacements et se rapprochaient. Le 21 mai 1945, Himmler fut intercepté par une unité de soldats britanniques du 21e groupe d'armée. Il tentait de franchir un territoire contrôlé par les Alliés occidentaux, espérant se rendre et peut-être négocier une forme d'immunité. Déguisé en soldat de la Wehrmacht et muni de papiers d'identité falsifiés, il prétendit initialement être un officier de bas rang. Les Britanniques, cependant, se montrèrent rapidement méfiants. Les rapports des soldats indiquent que son comportement, son attention aux détails et sa nervosité trahissaient la réalité de son identité. Lors de la confrontation initiale, Himmler présenta des papiers falsifiés l'identifiant comme un sergent nommé Henry Schitzinger. Mais la persistance des officiers de renseignement britanniques, combinée à la vérification croisée des dossiers SS capturés, révéla bientôt la vérité. La persona soigneusement construite par Himmler commença à s'effriter. Malgré son célèbre esprit de ruse et ses compétences bureaucratiques, il avait sous-estimé le dévouement et l'efficacité des forces alliées, dont les ordres étaient clairs. Les hauts responsables nazis, en particulier ceux impliqués dans des crimes de guerre, ne devaient pas échapper à la justice. La tension psychologique de ce moment était palpable. Himmler, autrefois incarnation de l'autorité et de la terreur, se retrouvait réduit à un homme négociant pour sa survie, conscient que le poids de ses crimes laissait peu de place à la clémence. Les témoins le décrivent pâle, tendu et hyper-vigilant, ajustant constamment son uniforme falsifié et ses documents, comme si ces petites manipulations pouvaient le protéger de l'inévitable. Chaque mouvement, chaque regard, reflétait le calcul intérieur d'un homme confronté aux conséquences de décennies de mal orchestrées. Himmler fut conduit dans un centre de détention temporaire pour interrogatoire. Là, les officiers britanniques tentèrent de confirmer son identité et de recueillir des informations sur les réseaux nazis encore actifs. Des documents déclassifiés ultérieurement montrent que l'interrogatoire d'Himmler était méthodique, systématique et approfondi. Les officiers consignèrent ces déclarations, notant un mélange de peur, de déni et d'arrogance résiduelle. Il insistait sur le fait que ses responsabilités avaient été purement administratives, minimisant son implication directe dans les atrocités, une affirmation immédiatement contredite par les archives méticuleuses et les listes qu'il avait emportées durant sa fuite. La tension atteignit son paroxysme lorsque les Britanniques prirent conscience qu'Himmler portait une capsule de cyanure, une précaution adoptée par de nombreux responsables nazis en prévision de leur capture. Il avait déjà eu recours à de tels moyens pour échapper à la justice, preuve de sa conscience des conséquences qui l'attendaient. Les Britanniques le gardèrent sous surveillance rapprochée, mais la possibilité d'un suicide demeurait une menace constante. Himmler, toujours méthodique, avait prévu cette éventualité, conscient que la capture signifiait interrogatoire, exposition et fin de toute chance de survie. Même dans ces dernières heures, Himmler tenta de manipuler la réalité. Il cherchait à négocier, à se présenter comme un fonctionnaire mineur plutôt que l'architecte de certaines des plus grandes atrocités du XX siècle. Mais la vérité de sa vie, documentée dans des milliers d'ordres, de listes et de correspondances, rendait ses tentatives vaines. Ses calculs minutieux, la même attention méticuleuse aux détails qui avait orchestré les déportations de masse, étaient désormais impuissants face à la certitude de la détection et aux processus légaux, moraux et opérationnels qui convergeaient vers lui. L'aboutissement de cette confrontation tendit préparer le terrain pour l'acte irréversible qui mettrait fin à la vie d'Himmler. Le contraste entre ses attentes, une reddition contrôlée, peut-être une négociation et la réalité et la capture par des officiers alliés vigilants et l'exposition inévitable illustrent l'ironie tragique d'un homme dont le pouvoir avait été absolu seulement quelques mois auparavant, mais qui ne pouvait plus le protéger. Le 23 mai 1945, la fuite d'Heinrich Himmler prit fin de façon soudaine et irréversible. Retenu sous surveillance stricte par les Britanniques à Lüneburg, dans le nord de l'Allemagne, Himmler fut soumis à un interrogatoire minutieux afin de confirmer son identité et de recueillir des renseignements sur les réseaux nazis résiduels. Les officiers observèrent un homme qui,
Même en captivité, manifestait une attention méticuleuse aux détails, ajustant son uniforme et inspectant ses papiers avec la même précision qui avait jadis orchestré la terreur à travers l'Europe. Pourtant, sous cette apparente maîtrise, la peur et le désespoir étaient indéniables. Lors d'une vérification de routine, Himmler mordit une capsule de cyanure dissimulée, un petit instrument létal qu'il avait introduit sur lui. En quelques minutes, il s'effondra. Les officiers britanniques présents tentèrent une intervention médicale, mais le poison agissait rapidement. Himmler, Reichsführer SS et architecte de certains des crimes les plus horribles de l'histoire, était mort avant que tout procès ou justice formelle ne puisse le confronter directement. Son suicide priva les Alliés d'un spectacle public de jugement, mais souligna également une vérité crue. Les instruments mêmes de pouvoir et de contrôle qu'il avait exercés, bureaucratie, terreur et planification minutieuse, ne pouvaient le protéger des conséquences de ses actes. Les témoins britanniques décrivent ce moment avec un mélange de stupéfaction et d'inéluctabilité sombre. Himmler, qui avait orchestré des exécutions massives, des déportations et semé la terreur, se réduisait à un acte humain unique de fuite, un acte incapable de modifier le jugement moral ou historique de sa vie. Sa mallette, portée tout au long de sa fuite et remplie de documents cataloguant les atrocités, reposait à proximité, témoin silencieux à la fois de son ambition et de sa chute. Dans cet objet, le poids de l'histoire était tangible, des ordres d'extermination, des listes de noms et des plans de terreur désormais rendus impuissants par les circonstances et l'exposition. Le contraste psychologique entre attente et réalité est saisissant. Himmler avait anticipé la négociation, l'évasion, peut-être même la survie sous la garde occidentale. Au lieu de cela, il fit face à l'inéluctabilité de la mort, précipité par sa propre main. Son dernier acte fut à la fois une affirmation de contrôle et une reconnaissance de son échec. L'homme qui avait jadis contrôlé des millions, qui avait conçu la machine du génocide, ne détenait désormais qu'un fragment d'autonomie, mettant fin à sa vie dans la solitude. Historiquement, son suicide eut des implications profondes. Il priva les Alliés d'un compte rendu complet de ses opérations lors d'un procès public, mais les renseignements et enquêtes d'après-guerre ont reconstitué l'ampleur de ces crimes à partir de documents, de témoignages et de subordonnés survivants. La SS, déjà fracturée et vaincue, perdit désormais son chef de file. La mort d'Himmler symbolisa l'effondrement final de la structure de commandement nazi, la dissolution de l'autorité fondée sur la peur, la brutalité et l'idéologie. Le contraste plus large apparaît dans les rapports contemporains. Les officiers alliés notèrent l'ironie. Un homme si habitué à commander obéissance et à semer la terreur se retrouvait finalement impuissant face à une petite équipe de soldats et à l'inévitable exposition. Dans ces mêmes rapports, son esprit méthodique et sa ruse, qualités qui le rendaient autrefois redoutable, étaient désormais sans effet face à la responsabilité. Même le symbolisme des objets du quotidien dans ces moments est saisissant. La mallette, la capsule de cyanure, l'uniforme, chacun, vestige d'autorité et d'intention, rappelait que la bureaucratie et la planification ne peuvent protéger de la justice morale et historique. Et les forces britanniques, représentant la loi, la responsabilité et, en fin de compte, les idéaux démocratiques, avaient mis en place des systèmes garantissant que même les opérateurs les plus prudents et impitoyables ne pourraient échapper aux conséquences indéfiniment. La mort d'Himmler clôt un chapitre sur la machine de terreur qu'il incarnait. Le Reich avait disparu, Berlin était détruit, et l'architecture idéologique qu'il avait imposée s'effondrait dans les ruines. Sa vie, autrefois synonyme de contrôle minutieux et d'autorité absolue, se termina par un acte personnel et soudain, soulignant la fragilité du pouvoir fondé uniquement sur la peur et la coercition. La scène était désormais prête pour le règlement des comptes, non seulement pour les survivants et les auteurs de la SS, mais pour le monde entier afin de confronter les leçons de l'idéologie, de l'autorité et de la responsabilité humaine. La mort de Heinrich Himmler marqua un point final définitif pour la SS en tant qu'instrument de terreur. Avec la disparition de son architecte principal, l'organisation autrefois symbole de discipline, d'autorité et d'efficacité brutale se fractura en désordre. Les unités éparpillées à travers l'Allemagne se rendirent aux Alliés ou tentèrent des fuites vaines, leur structure de commandement irrémédiablement brisée. La hiérarchie méticuleuse qu'Himmler avait construite pendant des décennies s'évapora presque du jour au lendemain, laissant les officiers et les membres de base faire face individuellement aux conséquences de leurs actes. Les forces alliées, conscientes du rôle d'Himmler dans l'orchestration des meurtres de masse, redirigèrent leurs efforts pour consolider les preuves des crimes de la SS. Les officiers de renseignement britanniques, ayant supervisé la capture d'Himmler et la documentation de ses possessions, compilèrent des listes, interceptèrent des correspondances et recueillirent des témoignages. Ces éléments devinrent essentiels pour reconstruire l'étendue opérationnelle de la SS et identifier les dirigeants encore en fuite. Les documents récupérés dans la mallette et les plans d'Himmler révélaient noms, affectations et ordres détaillés concernant le travail forcé, les déportations et les exécutions.
confirmant le caractère systématique des atrocités. La mort d'Himmler eut également des implications profondes pour d'autres hauts responsables nazis. Des figures comme Ernst Kaltenbrunner, Adolf Eichmann et d'autres dirigeants de la SS faisaient désormais face à une réalité cruelle. La machine de la justice se refermait, et l'effondrement chaotique du Reich n'offrait aucun refuge. Beaucoup tentèrent de changer d'identité, de se cacher parmi les civils ou de fuir vers des territoires contrôlés par les alliés occidentaux. Le contraste entre attente et réalité était clair. Ceux qui avaient jadis exercé un immense pouvoir sur la vie et la mort dépendaient maintenant du hasard, de la vigilance des forts alliés et de leur capacité à échapper à la détection. À une échelle plus large, l'impact psychologique du suicide d'Himmler se fit sentir à la fois chez les alliés et dans les rangs allemands. Pour les alliés, il s'agissait d'un rappel brutal que même les figures les plus notoires du Troisième Reich avaient été amenées au bord de la responsabilité. Pour les Allemands, en particulier ceux ayant servi dans la SS ou bénéficié de son pouvoir, la mort symbolisait l'effondrement des structures idéologiques et bureaucratiques qui maintenaient le contrôle par la peur. Des rapports contemporains de civils racontent un mélange de soulagement, de choc et d'incertitude, l'absence d'autorité centralisée dans la SS contribuant à un environnement d'après-guerre chaotique. Au lendemain de la mort d'Himmler, les Alliés intensifièrent le processus de dénazification, arrestation et interrogatoire de personnel SS, collecte de preuves pour les procès de Nuremberg et documentation de l'Holocauste avec un niveau de détail sans précédent. Sa mallette, ses papiers et ses notes personnelles fournissaient un plan des opérations de la SS, offrant aux enquêteurs une preuve tangible de la complicité bureaucratique dans les atrocités. Les historiens ont plus tard souligné que, sans ces documents, la reconstitution de l'ampleur et de l'organisation des crimes nazis aurait été beaucoup plus difficile. Symboliquement, la disparition d'Himmler représentait l'effondrement d'un régime qui avait élevé la bureaucratie au-dessus de la morale. Les listes méticuleuses qu'il transportait, les ordres qu'il avait émis et les stratégies qu'il avait élaborées, tous destinés à exercer un contrôle sur des millions, reposaient désormais inertes, simples vestiges d'un système démantelé par sa propre arrogance et par la détermination de ceux qui recherchaient la justice. Sa mort mettait en lumière la vulnérabilité d'un homme dont l'autorité reposait entièrement sur la peur et l'obéissance des autres. Une fois les structures disparues, son pouvoir disparaissait lui aussi. En essence, la fin d'Himmler marqua à la fois un tournant tactique et moral. Militairement, la SS ne fonctionnait plus comme une force cohésive. Administrativement, ses archives devinrent des preuves pour la poursuite des crimes nazis. Moralement, la mort du Reich-URSS souligna qu'aucune planification, intimidation ou génie bureaucratique ne pouvait protéger un individu des conséquences d'atrocités de masse. Le monde avait assisté au démantèlement d'un système de terreur, la disparition d'Himmler servant à la fois de symbole et de catalyseur pour la justice. Les ramifications plus larges de la mort d'Heinrich Himmler s'étendaient bien au-delà des préoccupations militaires et administratives immédiates. Avec l'élimination du principal architecte de la SS, les Alliés purent se concentrer sur la reconstruction du paysage d'après-guerre, l'arrestation des dirigeants SS encore en fuite et la documentation de l'ampleur des atrocités nazies. De nombreux officiers qui dépendaient de l'autorité d'Himmler se retrouvèrent sans direction, se rendant en petits groupes ou se cachant, leur peur exacerbée par la prise de conscience que le système de protection dont ils dépendaient jadis avait disparu. Les rapports de renseignement de mai et juin 1945 documentent des dizaines d'arrestations facilitées par les informations récupérées dans les possessions d'Himmler, révélant le réseau complexe de personnel responsable de l'application de la terreur à travers l'Europe. La perception publique d'Himmler se solidifia également au cours de ces mois. Les civils allemands et les personnes déplacées, beaucoup ayant vécu sous la surveillance oppressive de la SS, réagirent avec un mélange de soulagement et de reconnaissance sombre. Les journaux alliés rapportèrent la mort de l'homme synonyme de la Gestapo et des camps de concentration, soulignant la dimension morale de sa disparition. Le principal exécutant des meurtres de masse par l'État n'avait pas échappé à la justice. Pour les historiens et les citoyens, la fin d'Himmler renforça l'idée que le mal systémique, aussi méticuleusement organisé soit-il, était finalement vulnérable à la responsabilité et à l'effondrement. À l'international, la mort d'Himmler eut une portée légale et symbolique. Son suicide priva les procureurs du spectacle d'un procès, mais ces documents capturés, listes personnelles et notes fournirent des preuves inestimables pour les procès de Nuremberg et les procédures ultérieures. Les archives détaillées permirent aux procureurs d'établir la chaîne de commandement et de quantifier les atrocités commises sous son autorité. La bureaucratie méticuleuse qu'il avait jadis maniée comme une arme devint désormais un outil de justice, paradoxe reflétant la double nature de son héritage, instrument d'oppression transformé en preuve pour la responsabilité. L'effondrement idéologique reflétait la désintégration physique et organisationnelle de la SS. Himmler avait été le symbole du fanatisme idéologique du régime nazi, prônant la pureté raciale, appliquant le génocide et étendant les mécanismes de la terreur d'État.
Avec sa mort, l'élan idéologique qui animait la SS fut interrompu. De nombreux officiers subalternes et de rangs intermédiaires se rendirent ou tentèrent de se fondre dans la vie civile, leurs actions désormais guidées par la survie plutôt que par l'idéologie. Les mémoires postérieures à la guerre et les interrogatoires révèlent un mélange de peur, de honte et de confusion parmi ceux qui avaient servi sous Himmler, illustrant comment la suppression de l'autorité centrale déstabilisa à la fois la loyauté et la foi dans le dogme nazi. Le symbolisme de la mallette d'Himmler perdura. Autrefois réceptacle de listes, ordre et directives contrôlant la vie et la mort, elle devint un artefact d'exposition, une représentation tangible du mal mis à nu. Chaque document racontait l'histoire d'une précision bureaucratique tournée vers l'atrocité, et chaque nom inscrit sur ces pages devenait un témoignage du coût humain d'un système fondé sur la peur et l'obéissance. Dans les archives d'après-guerre, la mallette rappelle que l'autorité et le pouvoir, aussi absolus soient-ils, ne peuvent échapper aux conséquences morales et historiques de leurs actes. L'impact psychologique sur les Alliés fut également profond. Les officiers et agents de renseignement chargés de capturer Himmler décrivirent un mélange de soulagement et de reconnaissance solennelle. L'homme responsable de l'orchestration des atrocités de masse avait disparu, mais sa mort n'effaçait pas l'ampleur de ses crimes. Au contraire, elle soulignait la nécessité d'un travail minutieux de tenue de registre, de renseignements et de procédures judiciaires afin de garantir que la justice puisse s'appliquer même en l'absence de procès. Son suicide constituait une ponctuation sinistre, rappelant que la machine de terreur du Reich n'avait plus aucun sanctuaire. En fin de compte, les conséquences de la mort d'Himmler reflètent une convergence de réalités militaires, morales et historiques. La SS, en tant qu'organisation, fut démantelée. La direction nazie fit face à la responsabilité, que ce soit par arrestation, reddition ou exposition. Et le poids symbolique de la vie et de la mort d'Himmler devint un prisme à travers lequel historiens, survivants et le monde examinèrent les conséquences du pouvoir sans contrôle. Sa disparition, immédiate dans ses conséquences physiques, résonna à travers l'histoire, façonnant la justice d'après-guerre, la documentation des atrocités et la compréhension collective de la responsabilité humaine face au mal systématique. La vie de Heinrich Himmler s'acheva dans le silence d'une petite cellule de détention, loin des grands bureaux et bunkers fortifiés où il avait orchestré la terreur. La capsule de cyanure qui l'emporta était minuscule, mais son impact sur l'histoire fut immense. Elle marqua l'effondrement final d'un homme dont l'ambition, l'idéologie et le génie bureaucratique avaient été consacrés au meurtre systématique et à l'oppression. Dans sa mort, la machine de peur qu'il avait maniée pendant des décennies se révéla fragile, impuissante face aux forces morales et pratiques qui s'étaient alignées contre elle. La mallette qu'il transporta tout au long de sa fuite devint un témoin silencieux de cette réflexion, un réceptacle d'autorité, un registre d'atrocités, en fin de compte, un symbole du poids inévitable de la conscience et de l'histoire. Autrefois, elle lui permettait d'imposer l'obéissance. À la fin, elle n'offrait aucune protection. L'histoire la transforma d'instrument d'oppression en preuve de responsabilité. Les documents, ordres et listes qu'elle contenait rappellent que le pouvoir détaché de la morale n'est jamais durable. Il peut dominer de son vivant, mais ne survit pas au jugement du temps. La chute d'Himmler est une méditation sur la fragilité de l'autorité fondée sur la peur. Il traversa des villes en ruine, chercha à manipuler les vivants et calcula méticuleusement sa fuite, mais aucune planification ne pouvait le protéger des conséquences. L'esprit humain, même capable de calcul froid, est soumis à des forces plus grandes que l'ambition, l'histoire, la justice et le jugement éthique. Dans ces derniers jours, le contraste entre attente et réalité devient une leçon gravée dans les ruines de Berlin et les archives alliées. Aucun système de terreur ne peut durer indéfiniment, et aucun individu, aussi rusé soit-il, n'échappe à la responsabilité. L'histoire d'Himmler est aussi un reflet de la résilience des idéaux démocratiques et de la valeur de la vie humaine. Dans un monde assombri par la bureaucratie et le mal organisé, les forces alliées représentaient non seulement la puissance militaire, mais aussi les principes de loi, de justice et de responsabilité morale. L'échec d'Himmler à échapper à ces forces illustre une vérité plus large. Les sociétés fondées sur la transparence, la responsabilité et la gouvernance éthique peuvent agir lentement, mais elles perdurent, tandis que les structures bâties sur la peur et la coercition s'effondrent rapidement sous l'examen. Enfin, les dernières heures d'Himmler mettent en lumière un paradoxe historique profond. Un homme qui cherchait à contrôler la vie et la mort, qui manipulait systèmes et individus avec une efficacité impitoyable, fut défait non par les armées ou les bombes seules, mais par le poids de l'histoire, l'inéluctabilité de la justice et le pouvoir durable de la conscience humaine. Les ruines de Berlin, les unités SS dispersées, les documents récupérés, tout rappelle que la tyrannie peut s'élever, mais qu'elle ne peut échapper au jugement qui s'ensuit. Dans le silence laissé par sa disparition, nous sommes confrontés à une leçon intemporelle. La liberté, la responsabilité et la morale sont des forces plus durables que la peur et la cruauté.
La machine d'oppression peut fonctionner efficacement dans l'instant, mais elle faillit face à la vérité. La vie et la mort de Henry Chimley demeurent à la fois un avertissement et un témoignage, un rappel brutal que les systèmes humains, aussi sophistiqués soient-ils, ne peuvent protéger le mal de l'exposition, ni le mettre à l'abri du jugement.